Les rotors de l'hélicoptère de transport venaient à peine de s'arrêter de tourner lorsque Keith Anderson sentit son téléphone vibrer dans la poche de son pantalon cargo, 12 mois après son déploiement dans un lieu classifié quelque part entre l'Afghanistan et nulle part. Il avait appris à ignorer la plupart des notifications, les communications du commandement passaient par les canaux officiels, tout le reste pouvait attendre après le débriefing. Mais quelque chose le poussa à vérifier. La première image se chargea lentement sur la connexion satellite. Le visage de son fils Timothy remplissait l'écran. 17 ans. La dernière fois que Keith l'avait vu en personne, mais l'enfant sur cette photo paraissait plus jeune. Plus vulnérable, son œil gauche était gonflé et fermé, avec du violet et du noir se répandant sur sa pommette comme de l'encre renversée. Sa lèvre inférieure était fendue, couverte de sang séché. La main de Keith se resserra autour du téléphone jusqu'à ce que l'étui craque. Le texte en dessous disait « Le nouveau mari de maman a fait ça. Il dit « Ton père n'est qu'un simple soldat qui n'a pas les moyens de payer un avocat. » Keith le lut 3 fois. Chaque mot se gravait dans sa mémoire avec la précision de coordonnées sur une grille de cible. Victor Coe, l'homme que Debbie avait épousé 8 mois plus tôt pendant que Keith menait des opérations dans l'Hindu Kush, un promoteur immobilier de Philadelphie, soi-disant riche, avec des relations, tout ce que Keith n'était pas. Un autre message arriva, d'un numéro inconnu. « Elle est à moi maintenant. Les enfants sont à moi. Reste dans ton désert. » Soldat. Keith resta immobile dans la poussière afghane, l'écran du téléphone se reflétant dans ses yeux devenus froids et inexpressifs. Autour de lui, son équipe déchargeait l'équipement et riait à l'idée de manger enfin un repas chaud. Quelqu'un lui demanda s'il venait. Keith ne les entendit pas. Le sergent-major Donald Conrad le trouva 10 minutes plus tard, toujours au même endroit. Conrad avait 52 ans, bâti comme une borne d'incendie, avec 30 ans dans les opérations spéciales et une réputation pour lire ses hommes comme des tableaux de bord. Il jeta un regard au visage de Keith et dit « Montre-moi ». Keith lui tendit le téléphone sans un mot. Conrad étudia les images longuement, son visage buriné, impassible. Puis il lut les messages. Quand il rendit le téléphone, sa voix était calme et posée. « Quel âge a ton garçon ?»« 17 ans. »« Et ma fille 14 ?» C'est le beau-père qui a envoyé le deuxième message. « Oui ?» Conrad hocha lentement la tête, comme un homme en train de calculer, puis il sortit son propre téléphone et s'éloigna de 6 mètres. Keith le regarda passer un seul appel qui dura moins de 2 minutes. Quand Conrad revint, il dit « Fais tes bagages, je viens avec toi. Sergeant Major, j'ai 3 semaines de congés accumulés et je les prends. Ma femme est morte il y a 6 ans. Pas d'enfant, personne ne m'attend. » La mâchoire de Conrad se crispa. « Et je n'aime pas les hommes qui font du mal aux enfants. » Keith avait servi avec Conrad pendant 8 ans. Il l'avait vu faire des choses qui rendraient les cauchemars de la plupart des gens fades, mais il n'avait jamais vu cette expression particulière dans ses yeux, celle qu'il arborait maintenant. « Ça pourrait devenir compliqué ?» dit Keith avec prudence. « Fiston, j'ai passé 16 heures dans un trou d'araignée à Fallujah à attendre pour tirer. J'ai aidé à extraire un agent de la CIA de Téhéran. J'ai fait du compliqué. » La voix de Conrad baissa. « Mais je n'ai jamais eu une raison qui me tenait autant à cœur que celle-ci. Un homme qui lève la main sur tes enfants, ce n'est pas compliqué. C'est binaire. » Keith était dans l'armée depuis 19 ans. Depuis ses 18 ans, il sautait d'avion, enfonçait des portes dans 3 pays différents, menait des hommes à travers des fusillades où la marge entre la vie et la mort se mesurait en battements de cœur, mais il n'avait jamais pu donner à ses enfants ce que Victor Coe pouvait apparemment offrir, de la stabilité, une présence, un père qui rentrait tous les soirs. La culpabilité le rongeait depuis des années. Debbie avait demandé le divorce pendant sa 4e mission. Il avait signé les papiers depuis une base avancée à Kandahar. Sans les lire vraiment, elle méritait mieux. Il pensait que les enfants méritaient de mieux, quelqu'un qui pouvait réellement être là. Il envoyait de l'argent tous les mois, la plupart de sa solde. En fait, il parlait aux enfants en appel vidéo quand la connexion était bonne. Il avait promis à Timothy d'assister à sa remise de diplôme au lycée, à Shell, de l'emmener à son premier concert. Et maintenant, un promoteur immobilier arrogant aux mains douces et au complexe de Dieu battait son fils et lui envoyait des provocations par message. « Quand peut-on partir ?» demanda Keith. « Transport pour Bagram dans 4 heures. Vol militaire pour Rammstein demain. De là, j'ai un ami qui me doit une faveur. On sera à Philadelphie dans 2 jours. Je dois passer par les canaux officiels. Congé d'urgence déjà approuvé. » J'ai appelé le lieutenant-colonel Ace. Il a lu les messages. Le sourire de Conrad était mince et dur. Il a dit, et je cite, « Passe mes salutations à ce fils de paix. »
Keith sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, froid et concentré. C'était différent du combat. Au combat, les règles d'engagement étaient claires, les paramètres de mission définis. Là, c'était personnel. C'était à ses enfants. J'apprécie ça. Sergeant Major. Donald, on n'est plus en service. Conrad posa une main sur l'épaule de Keith. En plus, je t'ai dit que je n'aime pas les hommes qui font du mal aux enfants. Et j'ai toujours voulu visiter Philadelphie. Paraît qu'ils ont de bons cheesesteaks. Ils passèrent les 3 heures suivantes à préparer. Keith envoya un message prudent à Timothy. En route, ne réagis pas. Protège ta sœur. Je t'aime. Il n'envoya rien à Victor Coe. Le silence était aussi une arme. Keith récupéra ses effets personnels d'un casier sécurisé, portefeuille, carte d'identité civile, une photo de Timothy Eshel d'il y a 2 ans. Avant que tout parte en vrille, il récupéra aussi certains autres objets qui ne figuraient sur aucun inventaire officiel. Les compétences se transféraient d'un contexte à l'autre. Sur l'hélicoptère pour Bagram, Conrad dit « Parle-moi du beau-père ». Keith afficha les informations limitées qu'il avait. Victor Coe, 42 ans, propriétaire de Coe Development Properties, a épousé mon ex-femme Debbie il y a 7 mois, les a installés chez lui à Chestnut Hill. D'après ce que Timothy m'a dit avant, ce type est obsédé par les apparences, gros dons à des œuvres de charité, collecte de fonds, politique locale, et personne ne voit ce qui se passe derrière les portes closes. Timothy a dit que ça a commencé petit, des cris, des critiques surtout, faire sentir à Debbie qu'elle ne pouvait rien faire correctement. Puis des poussades, des bousculades. Il y a 1 mois, il a attrapé Timothy à la gorge pour avoir répondu. Debbie a essayé d'intervenir, elle a eu un œil au beurre noir pour sa peine. Elle a porté plainte. Victor joue au golf avec la moitié des capitaines de police de Philadelphie. Son avocat lui a envoyé une lettre expliquant comment elle perdrait tout dans un divorce, y compris les enfants. Lui a dit que Keith ne pouvait pas offrir de stabilité, qu'un juge ne donnerait jamais la garde à un homme déployé 9 mois par an. L'expression de Conrad s'assombrit. Donc, il est dit malin, assez malin pour se croire intouchable. Les gens qui se croient intouchables font des erreurs. Conrad s'adossa à son siège. On va devoir être patient. Faire ça bien, Keith hocha la tête. Mais son esprit passait déjà en revue des scénarios. Il avait passé 2 décennies à apprendre à neutraliser des menaces. Les outils étaient différents. Mais les principes restaient les mêmes. Reconnaissance, planification, exécution précise. À la base aérienne de Ramstein en Allemagne, ils avaient une escale de 8 heures. Keith utilisa le temps pour creuser plus profondément dans le passé de Victor Coe. Le profil public était impeccable. MBA de Wharton. Portefeuille d'affaires réussi. En vue dans la politique républicaine locale, les photos montraient un homme grand, aux cheveux grisonnants et au sourire digne d'une pub pour dentifrice. Mais Keith avait appris à regarder sous les surfaces. Il trouva un procès scellé d'il y a 5 ans, déposé par une employée, allégation de harcèlement sexuel. Réglé à l'amiable, un autre procès d'un partenaire d'affaires qui accusait Victor de faux en écriture, aussi réglé discrètement. Le schéma était là si on savait où regarder. Un homme qui utilisait l'argent et les relations pour faire disparaître les problèmes. Il a déjà fait ça, dit Keith, montrant l'écran à Conrad. Alors il sait comment manipuler le système. Conrad étudia les informations. On a besoin de levier, quelque chose qu'il ne peut pas racheter. Je ne cherche pas de levier, je cherche la justice. Parfois, c'est la même chose. Les yeux de Conrad étaient pensifs. Mais parfois, la justice a besoin d'un coup de pouce. Le dernier vol pour Philadelphie donna à Keith le temps de réfléchir. Il n'avait pas vu ses enfants en personne depuis 14 mois, n'avait pas vu Debbie depuis la finalisation du divorce 18 mois plus tôt. Ils avaient été amoureux au lycée, mariés à 19 ans. Enfants à 22, il avait été un bon mari quand il était à la maison, mais la maison était devenue une destination rare. Debbie avait essayé. Mon Dieu, elle avait essayé, mais il y avait eu trop d'anniversaires manqués. Trop de Noël seul, trop de nuits à se demander si le coup à la porte serait un aumônier avec de mauvaises nouvelles. Elle avait craqué, et Keith ne pouvait pas lui en vouloir. Ce qu'il pouvait lui reprocher, c'était d'avoir mis leurs enfants en danger, d'avoir choisi Victor Coe, mais c'était une conversation pour plus tard. Pour l'instant, la seule chose qui comptait était de mettre Timothy Eshel en sécurité et de faire comprendre à Victor Coe ce qui arrivait quand on menaçait les enfants de Keith Anderson. Ils atterrirent à l'aéroport international de Philadelphie à 22 heures un mardi soir. Keith avait appelé à l'avance un copain de séjour chez les Rangers qui dirigeait une entreprise de consulting en sécurité en ville. Bobby Bean les attendait dehors au bagage dans un SUV noir. « Anderson, tu as une sale tête », dit Bobby,
le serrant brièvement dans ses bras. « Je me sens pire ?» Kit présenta Conrad. « Merci de faire ça. »« Eh ? Tu m'as sauvé la peau à Mossoul ? Le minimum que je puisse faire, c'est vous conduire et vous offrir un endroit où dormir. » Le sourire de Bobby s'effaça. « J'ai eu ton message sur ton garçon. C'est tordu. »« Mec, ça va devenir encore plus tordu, » dit Conrad calmement. Bobby les conduisit à un petit appartement qu'il gardait dans le sud de Philadelphie pour des clients qui avaient besoin de discrétion. En chemin, Kit essaya d'appeler le téléphone de Timothy. Pas de réponse. Il essaya celui de Shell. Voix mail. « Ils ont probablement pris leur téléphone, » dit Conrad. Technique de contrôle. Isoler les victimes. Kit serra la mâchoire mais ne dit rien. Il serait chez Victor Co demain. Ce soir était pour la préparation. À l'appartement, Bobby avait laissé des provisions, vêtements propres, articles de toilette et parce qu'il comprenait la situation, des dossiers détaillés sur Victor Co. Enregistrement de propriété, déclaration d'affaires, une liste d'associés connus. Kit étala tout sur la table de la cuisine et commença à étudier. Conrad le rejoignit et ensemble ils construisirent un portrait de leur cible. Victor Co possédait 18 propriétés dans la région métropolitaine de Philadelphie. Son entreprise de développement avait des revenus annuels autour de 12 millions d'euros. Il siégeait au conseil de 3 œuvres de charité. Il avait donné 46 000 euros à la campagne de réélection du maire. Il avait aussi un tempérament explosif. Keith trouva 3 incidents au cours des 6 dernières années où Victor avait été impliqué dans des altercations dans des bars ou restaurants. Chaque fois, l'autre partie avait abandonné les poursuites après avoir reçu un chèque de règlement. « Il a un schéma de violence », dit Keith. « Il achète juste sa sortie ? Ça ne marchera pas cette fois !» Conrad tapa sur la photo de Victor. « On ne cherche pas de règlement. » Le téléphone de Keith vibra enfin vers minuit. « Timothy. »« Papa. Tim. Dieu merci. Tu vas bien ?» La voix de son fils était tremblante. « Je ne devrais pas appeler. Il a pris nos téléphones, mais j'ai trouvé l'ancien de maman dans le garage. Papa. » Ça empire. Hier soir, La voix de Timothy se brisa. Il a encore fait mal à maman. Shelley a essayé de l'arrêter et il l'a attrapé. Je me suis interposé et c'est là qu'il... J'ai vu la photo. Je suis là. Tim, à Philadelphie. Silence. Puis, tu es là? Moi et un ami? On va arranger ça. Papa, il n'est pas juste un type. Il a des relations. Les flics, les juges, Fiston. J'ai passé 20 ans à gérer des gens qui se croyaient intouchables. Victor Co joue aux dames. On va jouer aux échecs? Kit jeta un regard à Conrad, qui hocha la tête. Je te promets que ça se termine bientôt. Après avoir raccroché, Kit resta assis à fixer le mur un long moment. Conrad dit doucement. Ça va, je vais le détruire. Je sais, mais on le fait intelligemment, on le fait bien. Conrad se leva. Dors un peu. Demain, on commence la reconnaissance nationale. Kit s'allongea sur le canapé, mais ne dormit pas. Au lieu de ça, il fixa le plafond et pensa à toutes les façons dont Victor Co allait découvrir que certains hommes ne pouvaient être achetés, menacés ou ignorés. Certains hommes avaient été forgés dans des endroits où les règles étaient écrites en sang et en cordite. Certains hommes comprenaient que le vrai pouvoir ne venait pas de l'argent ou des relations. Il venait de savoir exactement combien de dommages on pouvait causer et d'avoir la discipline d'attendre le moment parfait pour le faire. Demain, Victor Co commencerait à apprendre cette leçon et Keith Anderson serait un professeur très patient. Le lendemain matin arriva froid et gris, typique de Philadelphie fin novembre. Kit et Conrad étaient levés avant l'aube, cartographiant le quartier de Victor Co à Chestnut Hill. C'était un territoire d'argent ancien, rue bordée d'arbres, manoir en pierre reculée de la route. Le genre d'endroit où tout le monde savait les affaires de tout le monde, mais feignait de ne rien remarquer. Bobby avait fourni du matériel de surveillance et un breakdown détaillé de la routine quotidienne de Victor. L'homme était apparemment une créature d'habitude. Salle de sport à 6h, bureau à 8h30, déjeuner de travail la plupart des jours. Retour à la maison à 18h, Debbie ne travaillait pas. Victor avait insisté pour qu'elle quitte son job d'infirmière 6 mois plus tôt. Les enfants prenèrent le bus pour l'école. À 7h15, Kit et Conrad se positionnèrent dans une voiture de location 3 blocs de la résidence des K.O. à 6h30. Ils regardèrent Victor partir dans une Mercedes AMG noire, conduisant trop vite dans une zone résidentielle. 30 minutes plus tard, Debbie accompagna Timothy et Shell à l'arrêt de bus. À travers les jumelles, Kit pouvait voir son ex-femme clairement pour la première fois. En plus d'1 an, elle avait maigri, se déplaçait avec une raideur prudente qui suggérait de la douleur. Elle portait de grandes lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Timothy marchait près de sa mère. Protecteur,
Shelley tenait la main de Debbie, les jointures de Keith blanchirent sur les jumelles. « Du calme ?» dit Conrad. « Rassemblement d'informations seulement aujourd'hui. » Ils suivirent Victor à sa salle de sport, un établissement haut de gamme au centre-ville. À travers les vitres avant, ils le regardèrent travailler avec un entraîneur personnel. Une routine qui semblait plus axée sur l'exhibition que sur la forme réelle. Victor passait autant de temps à vérifier son téléphone et à parler aux autres membres qu'à s'entraîner. Narcissique, observa Conrad. Regarde-le, besoin constant de validation. De la salle de sport, Victor alla à son immeuble de bureau, une tour de verre étincelante dans le quartier des affaires. Co-Development Properties occupait le 14e étage. Keith et Conrad entrèrent, se fondant dans la foule du matin. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 13e, puis les escaliers jusqu'au 14e. La réception était toute en chrome et cuir. Essayant fort de projeter le succès, une jeune femme au bureau les salua avec un sourire professionnel. « Avez-vous un rendez-vous ? Nous sommes ici pour voir mais. »« Co » dit Keith. « Nous sommes des investisseurs potentiels dans son projet de Fishtown. » Le sourire de la réceptionniste s'élargit. « Oh !» M. Co adore discuter du développement de Fishtown. « Laissez-moi vérifier son agenda. » En fait, intervint Conrad doucement, nous sommes en avance. Notre rendez-vous n'est pas avant cet après-midi. Nous voulions juste déposer du matériel. Il sortit un dossier vide de sa mallette. Pouvez-vous vous assurer qu'ils le reçoivent ? Bien sûr. Ils partirent, mais pas avant que Keith n'ait catalogué la disposition des bureaux, les caméras de sécurité et le fait que le bureau d'angle de Victor avait des fenêtres du sol au plafond, donnant sur la ville. C'était quoi, ça ? Demanda Keith quand ils furent dehors. Maintenant, on sait que sa réceptionniste est impatiente de plaire et pas particulièrement suspicieuse. Son bureau est exposé. La sécurité est minimale, accès par badge aux ascenseurs. Mais n'importe qui peut entrer à la réception. Conrad sortit son téléphone. On sait aussi qu'il y a au moins 4 employés qui nous ont vus. Des témoins que nous étions là pour des affaires, pas pour des menaces. Keith commença à comprendre pourquoi Conrad avait survécu 30 ans dans les opérations spéciales. L'homme pensait 3 coups à l'avance. Ils prirent le déjeuner dans un dîner et utilisèrent le temps pour affiner leur approche. Conrad avait un contact au tribunal de la famille, une parajuriste nommée Charlene Sanders qui lui devait une faveur. Un appel plus tard, ils avaient un rendez-vous pour cet après-midi. Charlene les rencontra dans un café près de l'hôtel de ville. Elle avait la cinquantaine. Directait. Avec des yeux fatigués qui avaient vu trop de cas comme celui-ci, « Donald m'a dit que vous aviez une situation domestique », dit-elle après que Conrad eut fait les présentations. Keith exposa les faits, les abus, les photos, les menaces de Victor. Charlene écouta sans interrompre. Prenant des notes, quand il eut fini, elle soupira. Voici la réalité. Victor Co a le juge Raymond dans sa poche. Ils sont dans le même country club. Il a donné beaucoup à la campagne du procureur Patterson. Si votre ex-femme demande une ordonnance de protection, ça ira devant Raymond et il la rejettera. Si elle essaye de partir, les avocats de Victor l'enterreront dans les motions. Donc, le système est truqué, dit Keith. Le système est ce que les hommes riches en font. L'expression de Charlene était compatissante mais ferme. Je peux déposer des papiers pour une garde d'urgence pour vous, mais sans preuve irréfutable d'abus, dossiers hospitaliers, rapports de police. Témoin, vous allez vers une longue bataille légale, et avec votre déploiement militaire la plupart de l'année, un juge va demander comment vous pouvez offrir de la stabilité. Keith sentit la frustration monter. C'était pour ça que des gens comme Victor Co s'en sortaient. Ils avaient s'est construite une forteresse d'argent et de relations. Conrad demanda « Et si on avait des preuves d'activité criminelle ?» Quelque chose que le procureur ne pourrait pas ignorer, même avec les dons de coquins. Charlene haussa un sourcil. « Quel genre d'activité criminelle ?» Hypothétiquement, si vous aviez des preuves de crimes graves, fraude, agression avec documentation claire, témoignage sous serment, ça changerait les choses, mais ça devrait être à toute épreuve. Après son départ, Keith dit « On ne va pas gagner ça par les tribunaux. » Probablement pas, l'expression de Conrad était pensive. Mais les tribunaux peuvent être utiles pour d'autres choses, comme créer des enregistrements officiels, obtenir des assignations. Tu as un plan ? Le début d'un... Conrad afficha quelque chose sur son téléphone. Bobby m'a envoyé ça. Il s'avère que Victor Co a pris des raccourcis sur ses développements. Inspecteurs en bâtiment qui n'inspectaient pas, permis tamponné sans vérification. Une de ses propriétés à Fishtown a eu un effondrement partiel pendant la construction l'année dernière. Pas de blessés, mais ça aurait été étouffé. Keith se pencha en avant. Il a soudoyé des officiels ou a du levier sur eux. Dans les 2 cas,
Si on peut le prouver, ce n'est pas quelque chose que ses copains de golf peuvent faire disparaître. Le sourire de Conrad était froid, mais on doit être malin. On a besoin de quelqu'un à l'intérieur. La réponse vint d'une source inattendue. Cet après-midi-là, pendant qu'il surveillait l'immeuble de bureau de Victor, Kit reçut un appel d'un numéro inconnu. M. Anderson. Je m'appelle Stuart Booth. Je suis chef de projet chez KO Development. Votre fils Timothy sort avec ma fille. Kit se figea. Ok, je sais ce que Victor fait à votre famille. Ma fille me l'a dit, et je pense que vous devriez savoir que Victor prépare quelque chose. Il a déposé des papiers hier pour obtenir une ordonnance d'éloignement contre vous. Prétend que vous avez fait des menaces, que vous êtes instable à cause d'un SSPT. Il va l'utiliser pour vous garder éloigné de vos enfants. Fils de paix, il y a plus. Il a été inapproprié avec ma fille, rien de physique, mais des commentaires, la façon dont il la regarde. J'ai documenté tout, mais j'ai peur que si je pousse, je perde mon job. Je suis le seul revenu de ma famille. Kit réfléchit vite. M. Booth, seriez-vous prêt à me rencontrer? Ils se rencontrèrent 1 heure plus tard dans un parc à Manayunk. Stuart Booth avait la quarantaine, portait un Poloco Development, avait l'air nerveux mais déterminé. Sa fille n'était pas avec lui. Il dit qu'il ne voulait pas l'impliquer plus que nécessaire. Timothy est un bon gamin, dit Stuart. Quand il est arrivé à l'école avec cet œil au beurre noir, ma fille était dévastée. Elle voulait aller à la police, mais je l'en ai dissuadée. Victor a trop d'influence. Conrad demanda « Que savez-vous des pratiques d'affaires de Victor ?» Stuart hésita, puis sembla prendre une décision. Il mène une arnaque depuis 2 ans. On soumissionne sur des contrats municipaux, mais Victor a quelqu'un au département de zonage qui le renseigne sur les projets avant qu'ils soient annoncés publiquement. Il achète les propriétés bon marché, puis les vend à la ville au triple du prix. J'ai des emails, des bons de commande. Tout. Pourquoi n'êtes-vous pas allé aux autorités? Parce que la personne au zonage est l'assistant directeur Yann Maynard. Son frère est détective. Son cousin est conseiller municipal. Si je parle, je ne perds pas juste mon job. Je me fais des ennemis qui peuvent nuire à ma famille. Kit comprenait. Victor avait tissé une toile de corruption et d'avantages mutuels. Tout le monde avait trop à perdre en parlant. « Et si on garantissait la sécurité de votre famille ?» demanda Keith. « Et si on s'assurait que Victor et ses amis ne puissent de pas riposter? Comment feriez-vous ça ?» Conrad se pencha en avant. « Laissez-nous nous occuper du comment. Donnez-nous juste les preuves. » Stuart les regarda tour à tour, pesant clairement les risques. Finalement, il hocha la tête. « Je vous obtiendrai les fichiers, mais j'ai besoin d'assurance que mon nom reste en dehors jusqu'à ce que Victor soit déjà en train de couler. » Marché conclu. Ils arrangèrent un dépôt mort. Stuart laisserait une clé USB à un endroit spécifique demain matin. Entre-temps, Kit devait gérer un problème plus immédiat. Récupérer ses enfants. L'école finissait à 15 heures. Kit était garé de l'autre côté de la rue du lycée de Timothy à 14h45, surveillant les sorties. Conrad était positionné à l'école intermédiaire de Shell, 3 blocs plus loin. Quand Timothy sortit, Kit le vit scanner le parking nerveusement avant de se diriger vers le bus. Kit envoya un message rapide. Berline blanche de l'autre côté de la rue. Monte juste dedans. Ne fais pas de scène. Il regarda Timothy lire le message, lever les yeux, repérer la voiture. Le visage de son fils se transforma, soulagement. Joey. Peur tout mélangée, Timothy traversa rapidement la rue, essayant de ne pas courir, et glissa sur le siège passager. Papa. Kit serra son fils dans une étreinte forte. Timothy était plus grand qu'il se rappelait, presque aussi grand que Keith, mais il ressemblait encore au petit garçon que Keith jetait en l'air, qui attendait à la porte le retour de son père de mission. « Je suis là, » dit Keith. « Je te tiens ?» Timothy tremblait. « Papa, s'il découvre, il ne le fera pas ?»« Pas encore. » Keith se recula. « On va chercher ta sœur, puis on va quelque part en sécurité, mais j'ai besoin que tu me dises tout. » Tim, pas de détails omis. Ils récupérèrent Shell à son école. Elle était plus petite que Timothy, avec les cheveux blonds de Debbie et les yeux gris de Keith. Quand elle monta en voiture et vit son père, elle fondit en larmes. Keith la serra pendant qu'elle pleurait, et sentit quelque chose en lui se cristalliser en certitude absolue. Victor Coe avait rendu ça personnel. Il avait fait mal à ses enfants. Et pour ça, il y aurait un règlement de compte qu'aucune somme d'argent ou d'influence ne pourrait empêcher. Plus tard, à l'appartement de Bobby, avec ses enfants en sécurité et Conrad montant la garde, Kit écouta leurs histoires, l'escalade des abus, les menaces,
La façon dont Victor jouait le mari parfait en public et le tyran derrière les portes closes, comment il avait isolé Debbie de ses amis, contrôlé chaque centime, surveillé son téléphone. « Maman a peur de lui », dit Shell doucement. Elle parle de partir, mais ensuite il fait quelque chose de gentil, lui achète quelque chose de cher. Et elle pense que peut-être ça va s'améliorer. « Ça ne s'améliorera pas », dit Keith. Les hommes comme Victor ne s'améliorent pas. Ils empirent. Timothy demanda « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Keith regarda son fils, vit la peur, mais aussi l'espoir. « On va mettre fin à ça, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance tous les deux et que vous fassiez exactement ce que je dis. Pouvez-vous faire ça ?» Ils hochèrent tous deux la tête. « Bien. D'abord, vous allez rester ici avec Bobby ? C'est un ami, ancien rangé de l'armée. Personne ne passe par lui. Demain, Conrad et moi allons nous assurer que Victor Co ne fasse plus jamais de mal à personne. Après que les enfants se soient installés, Kit et Conrad sortirent sur le petit balcon de l'appartement. « Tu as un plan complet maintenant ?» demanda Keith. Conrad alluma une cigarette, une habitude qu'il cachait habituellement. « Ça se précise, on a des preuves de corruption de Stuart Booth, on a des photos des abus, on a tes enfants en sécurité. Maintenant, on doit s'occuper de Victor lui-même. Je veux qu'il sache que ça vient de moi. La vengeance est un plat qui se mange avec précision. » Conrad exhala de la fumée dans la nuit froide. Victor se croit intouchable parce qu'il a toujours pu acheter sa sortie. On va lui enlever son argent, son influence et sa liberté dans cet ordre. Puis Conrad regarda Kit avec ses yeux plats et professionnels. Et ensuite, on s'assure qu'il comprenne ce qui arrive quand on menace les enfants du mauvais homme. Mais on le fait d'une façon qui nous laisse propres. Je n'ai pas survécu 30 ans pour finir en prison parce qu'on a été négligent avec un fumier comme Victor Co. Keith hocha la tête. D'accord, mais il doit payer. Vraiment payer ? Oh, il payera ? Le sourire de Conrad était absolument sans chaleur. Je suis allé dans des endroits sombres. Keith, j'ai fait des choses qui te donneraient des cauchemars. Mais je ne les ai jamais faites sans plan. Donc, voici ce qu'on va faire. Ils parlèrent 2 heures, affinant les détails, identifiant les variables, construisant des plans de contingence. Quand ils rentrèrent, ils avaient une stratégie qui démantèlerait la vie de Victor Co, pièce par pièce. Et ça commencerait demain avec une visite à un promoteur immobilier très surpris qui allait apprendre que certaines menaces ne devaient jamais être proférées. Le lendemain matin, l'aube claire et froide. Keith regarda le soleil se lever depuis la fenêtre de l'appartement pendant que ses enfants dormaient sur le canapé. Lee, il ne s'était pas senti aussi concentré, aussi lucide depuis sa dernière mission de combat. C'était pour ça qu'il s'entraînait, en quelque sorte, protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Conrad était déjà levé, café en main, revoyant le plan une dernière fois. Stuart a laissé la clé USB au dépôt mort. Bobby la récupère maintenant, 20 minutes plus tard. Bobby arriva avec la clé. Ils la chargèrent sur un ordinateur portable et commencèrent à trier les fichiers. Stuart Booth avait été minutieux. Email, contracts, relevé bancaire montrant des paiements à Yann Ménard au département de zonage, transfert de propriété, toute la toile intricate du schéma de corruption de Victor. C'est assez pour le mettre à l'ombre 10 ans, dit Bobby. Défilant les documents, si on peut l'apporter à quelqu'un qui poursuivra vraiment, dit Keith. Conrad sourit. Je connais quelqu'un, une procureure fédérale. Pas redevable à la politique locale, mais on doit l'emballer correctement, rendre ça impossible à ignorer. Pendant que Conrad passait des appels, Kit vérifia sur ses enfants. Timothy était réveillé, scrollant nerveusement sur son téléphone. « Maman m'a texté, dit-il. Elle panique. Victor sait qu'on n'est pas rentré hier. » Kit sentit son estomac se serrer. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'il menace d'appeler la police ? De nous signaler comme kidnappés ? Qu'il va s'assurer que tu ne nous vois plus jamais ? Les mains de Timothy tremblèrent. « Papa, et s'il ne le fera pas ? Pas après aujourd'hui. » Kit s'assit à côté de son fils. « Tim, j'ai besoin que tu textes ta maman. Dis-lui que tu es en sécurité, que tu es avec moi et qu'elle doit faire une valise et quitter cette maison. Dis-lui d'aller chez sa sœur. Elle ne le fera pas. Elle a trop peur, alors elle va devoir devenir courageuse très vite. » La voix de Kit était ferme. « Parce que dans environ 3 heures, le monde de Victor Co va s'effondrer. Et je ne veux pas qu'elle soit près de lui quand ça arrivera. » Timothy envoya le message. Keith ne s'attendait pas à ce que Debbie parte vraiment. Des années de manipulation avaient probablement détruit sa capacité à prendre des décisions indépendantes, mais ça valait la peine d'essayer. À 9 heures, le contact procureur fédéral de Conrad. Une femme nommée Diane Butler arriva à l'appartement. Elle avait la quarantaine, yeux perçants.
Avec le port de quelqu'un qui avait mis de gros criminels derrière les barreaux, Kit et Conrad exposèrent tout, les abus, la corruption, les pots de vin, les preuves sur la clé USB. Diane écouta sans interrompre. Son expression durcissant à chaque révélation. Quand ils eurent fini, elle dit « C'est bon, vraiment bon, mais j'ai besoin de déclarations sous serment de témoin. Le chef de projet qui vous a donné ça, peut-il témoigner ? Il le fera si on peut garantir la protection, dit Conrad. Je peux arranger ça ? Et l'ex-femme, témoignera-t-elle sur les abus ? Kit hésita. C'est compliqué. Obtenez-la à bord. Avec son témoignage et ses preuves, je peux obtenir des mandats d'arrestation d'ici la fin de la journée. Accusation fédérale pour fraude. Pot de vin. Conspiration. Une fois en garde à vue fédérale. Les flics locaux ne peuvent pas le protéger. Combien de temps ? Demanda Keith. Donnez-moi jusqu'à 14 heures. Je dois briefer mon boss, faire revoir les preuves par un juge, magistrat. Mais si tout colle, j'aurai des agents du FBI qui cueilleront Victor Coe avant le dîner. Après son départ, Conrad dit « Ça, c'est le côté légal géré, mais on a encore des affaires inachevées. » Keith savait ce qu'il voulait dire. Le système légal punirait les crimes de Victor, mais ne réglerait pas la dette personnelle, la peur dans laquelle Timothy et Shelley avaient vécu, les bleus sur le visage de Debbie, l'arrogance de ses messages. « J'ai besoin de le voir », dit Keith, face à face. Avant que le FBI l'ait. « Je me doutais que tu dirais ça. » Conrad vérifia sa montre. « Il sera au déjeuner dans 1 heure. Toujours au même endroit, le jeudi. Morton Steakhouse. Réserve une table à 12h30. Tu veux qu'on crache son déjeuner ? Mieux, je veux avoir une conversation avec lui quelque part d'assez public pour qu'il ne puisse pas faire une scène, assez privée pour qu'on puisse être clair sur ce qui arrive. » Ils arrivèrent chez Mortons à 12h15. Le maître d'hôtel essaya de leur dire que le restaurant était complet, mais Conrad lui glissa 185 € et ils furent soudain assis à une table avec une vue parfaite sur l'endroit habituel de Victor. Victor Coe entra exactement à 12h30, accompagné de 2 autres hommes en costume chair. Keith reconnut l'un d'eux des dossiers. Ian Maynard, l'officiel corrompu du zonage, l'autre était présumément un client ou un associé. Victor ressemblait exactement à ses photos, grand, cheveux argentés, parfaitement coiffés, portant un costume qui coûtait probablement plus que la solde mensuelle de Keith. Il avait la confiance facile d'un homme qui n'avait jamais affronté de vraies conséquences. Keith et Conrad attendirent que le groupe de Victor ait commandé des boissons, puis se levèrent et marchèrent jusqu'à leur table. « Coe, dit Keith aimablement, ça vous dérange si on se joint à vous un moment ?» Victor leva les yeux, irritation traversant son visage, puis il vit Keith plus clairement et quelque chose changea dans son expression. Reconnaissance peut-être, ou juste la conscience que ce ne serait pas une rencontre normale. « Je suis en réunion d'affaires, » dit Victor froidement. « Vous devrez prendre rendez-vous ?» Conrad sourit. Comme vous avez pris rendez-vous avant de battre le fils de Keith, Ian Maynard commença à se lever. Conrad posa une main sur son épaule et appuya doucement mais avec assez de force pour communiquer que se lever serait une erreur. Ian se rassit, Keith se pencha près de Victor, gardant sa voix basse et conversationnelle. « Vous m'avez envoyé un message. Elle est à moi maintenant. Les enfants sont à moi. Reste dans ton désert. Vous vous en souvenez ?» Victor. Le visage de Victor avait pâli. « Je ne sais pas de quoi vous... » « Ne mentez pas. On sait tous les deux que vous l'avez envoyé, tout comme on sait tous les deux que vous avez levé la main sur mon fils de 17 ans. » Fendu sa lèvre, noircit son œil, menacé. « Vous portez de graves accusations, » dit Victor, mais sa voix avait perdu sa confiance. « J'appellerai la police ?»« Faites donc, » dit Conrad. « Je suis sûr qu'ils adoreraient entendre parler des accusations de corruption qui sont déposées contre vous en ce moment. Accusations fédérales. Au fait, vos copains locaux ne peuvent pas aider avec ça. » Le sang quitta le visage de Victor. Ian Maynard regarda entre eux, calculant clairement s'il devait fuir. Keith continua, sa voix toujours conversationnelle. « Voyez-vous, Victor, vous avez fait une erreur. Vous pensiez que j'étais juste un simple soldat, quelqu'un que vous pouviez pousser. Vous pensiez que l'argent et les relations vous rendaient intouchable. » Il se pencha encore plus près. « Mais voici ce que vous n'avez pas compris. J'ai passé 20 ans à apprendre à abattre les gens qui se croient intouchables. C'est littéralement mon boulot. C'est une agression ?» siffla Victor. « Vous me menacez ? Vraiment ? Je ne vous ai pas touché ? Je n'ai pas menacé de violence. Je fais juste la conversation ?» Le sourire de Keith était froid, mais laissez-moi être clair sur ce qui va se passer. Dans environ 90 minutes, des agents du FBI vont vous arrêter pour fraude. Pot de vin et conspiration, vous allez être traités
pris les empreintes et détenu sans caution parce que vous êtes à un risque de fuite. Vos actifs vont être gelés en attendant l'enquête. Et ensuite, et c'est la meilleure partie, vos avocats vont réaliser que vous défendre sur des accusations fédérales tout en affrontant des charges de violence domestique et une bataille pour la garde va être très, très cher. La main de Victor tremblait maintenant. Vous ne pouvez pas. Je l'ai déjà fait. Keith se leva. Oh! Et Victor, cette ordonnance d'éloignement que vous prévoyez de déposer contre moi, ça ne marchera pas. Mes enfants sont déjà sous protection et mon ex-femme dépose pour le divorce en ce moment avec des preuves d'abus. Vous êtes fini. En s'éloignant, Keith entendit Victor commencer à protester, puis se taire. Il imagina l'homme assis là, comprenant enfin que son argent et ses relations ne signifiaient rien contre quelqu'un qui savait comment démanteler correctement une vie dehors du restaurant. Conrad dit « Te sens-tu mieux ?»« Pas encore, mais ça viendra. » Ils firent un arrêt de plus avant l'arrestation, la maison de Victor à Chestnut Hill. Keith avait appelé à l'avance et la sœur de Debbie, Lynn, l'avait convaincu de paquer quelques affaires et de partir, mais Keith voulait voir la maison. Comprendre l'environnement dans lequel ses enfants avaient survécu, la maison était massive, valant facilement 8 millions d'euros. À l'intérieur, tout était marbre et art moderne, soigneusement agencé pour projeter richesse et goût. Mais Keith vit d'autres choses, l'absence de photos de famille, l'état immaculé qui suggérait que personne n'était autorisé à y vivre vraiment, les signes subtils de contrôle, serrures sur certains placards. Un système de sécurité qui surveillait probablement chaque pièce. Debbie était dans la cuisine quand ils arrivèrent. Sa sœur l'aidait à paquer. L'ex-femme de Keith leva les yeux quand il entra. Et pendant un moment, aucun ne parla. Elle avait vieilli depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Ou peut-être juste usée. La fille brillante et optimiste qu'il avait épousée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui sursautait au bruit soudain. « Keith », dit-elle enfin. « Debbie, tu vas bien ?» Elle rit, mais c'était amer. « Est-ce que je vais bien ?»« Non !»« Keith, je ne vais pas bien. Je t'ai quitté parce que tu n'étais jamais là. Et j'ai fini avec un homme qui... » Elle s'interrompit. Les enfants sont en sécurité avec un ami. Une procureure fédérale dépose des accusations contre Victor aujourd'hui. Les yeux de Debbie s'écarquillèrent. Accusation pourquoi ? Fraude, pot de vin, conspiration. Il s'avère que ton mari menait un schéma de corruption. Place, il y aura des charges de violence domestique une fois que tu seras prête à déposer. Je ne peux pas. Keith, il ne peut plus rien faire. Debbie, il est fini. Keith garda sa voix douce. Mais j'ai besoin que tu sois forte maintenant. Pour les enfants, ils ont besoin de leur mère. La vraie toi, pas la femme effrayée que Victor a faite de toi. Elle se mit à pleurer alors, et sa sœur la serra dans ses bras. Keith attendit, lui donnant de l'espace pour digérer. Finalement, Debbie dit « Je suis désolée pour tout ça, pour ne pas les avoir mieux protégés. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, va juste quelque part en sécurité, chez Lynn. »« Oui, j'irai chez Lynn. »« Bien. Et Debbie, quoi qu'il arrive entre nous, quoi qu'il arrive avec la garde, on règle ça comme des adultes. Pour les enfants, plus d'utiliser eux comme armes. D'accord ?» Elle hocha la tête, essuyant ses yeux. « D'accord. » Keith la laissa paquer et traversa la maison une fois de plus. Il s'arrêta dans la chambre de Timothy, spartiate. Impersonnelle, comme une chambre d'hôtel, puis celle de Shell, pareil. Ce n'étaient pas des espaces où vivaient des enfants. C'étaient des vitrines. Dans la chambre principale, Keith trouva des photos de Victor avec divers politiciens et célébrités, toutes soigneusement encadrées. Il trouva des montres chères, des vêtements de designer, tous les attributs du succès, mais pas de chaleur, pas d'humanité. Conrad le trouva là. Le FBI bouge dans 15 minutes. On devrait y aller. Ils partirent avant l'arrestation, mais Bobby les appela plus tard avec les détails. Victor avait été arrêté à son bureau devant ses employés. Yann Ménard avait été arrêté chez lui. 3 autres officiels municipaux avaient aussi été cueillis. Les nouvelles éclatèrent ce soir-là. Promoteur immobilier arrêté dans un scandale de corruption. Les reporters avaient l'histoire complète en heures. Année de pots de vin, fraude, propriété acquise illégalement. Le visage de Victor était placardé sur chaque chaîne locale, mais Keith n'était pas encore satisfait. Le système légal punirait les crimes de Victor. Mais il y avait encore quelque chose d'inachevé, quelque chose de personnel. On doit être malin là-dessus, dit Conrad, lisant l'expression de Keith. On a gagné, les enfants sont en sécurité. Victor va en prison, ton ex-femme dépose pour le divorce. Ne gâche pas tout en faisant quelque chose de stupide. Je sais, mais j'ai besoin qu'ils comprennent.
vraiment comprenne ce qu'il a fait. Conrad fut silencieux un moment. Alors j'ai peut-être une idée, quelque chose qui ne nous mettra pas en péril légal, mais qui fera passer le message clairement. Keith écouta pendant que Conrad esquissait le plan. C'était risqué, probablement illégal sur plusieurs points techniques, mais ça enverrait un message plus important. Ce serait le genre de leçon que Victor Coe n'oublierait jamais. « Allons-y », dit Keith. Victor Coe fut libéré sous caution 3 jours plus tard. Ses avocats travaillèrent vite, et malgré le risque de fuite, ils convainquirent un juge de fixer la caution à 85 millions d'euros. La mère de Victor l'aposta, liquidant des actifs pour sortir son fils de prison. Mais les accusations fédérales signifiaient que Victor devait rendre son passeport et porter un bracelet électronique. Il était confiné à sa maison à Chestnut Hill en attendant le procès, exactement ce que Keith et Conrad attendaient. Ils passèrent ces 3 jours à préparer méticuleusement. Conrad avait un contact à la compagnie de monitoring, une autre faveur appelée qui pouvait lui donner une fenêtre de 30 minutes où le bracelet paraîtrait mal fonctionner. Bobby fournit du matériel spécialisé et Keith lui-même dessina la séquence exacte des événements. Le 4e soir, après l'arrestation de Victor, à exactement 2 heures du matin, Keith et Conrad entrèrent dans la maison de Victor Coe par la porte arrière. Le système de sécurité avait été temporairement désactivé. Un autre contact de Conrad, un ancien analyste de la NSA qui lui devait une dette, ils se déplacèrent dans la maison sombre avec le silence exercé d'opérateurs qui avaient été nettoyés des bâtiments en territoire hostile. Victor dormait dans sa chambre, ronflant légèrement. Conrad installa une caméra dans le coin. « Assurance », l'appela-t-il, « enregistre tout, quoi qu'il arrive ». Puis Keith alluma les lumières. Victor se réveilla en sursaut, désorienté. Il vit Keith au pied de son lit et essaya de reculer, tendant la main vers son téléphone. « Il était mort », dit Conrad, levant le portable de Victor. Brouilleur. Rien d'électronique ne marche dans cette pièce en ce moment, sauf notre équipement. « Vous ne pouvez pas. C'est une effraction. Absolument raison, » dit Keith. « Et si vous voulez appeler la police ? Allez-y. » « Attendez. Vous ne pouvez pas parce que votre téléphone ne marche pas. Devinez que vous devrez écouter. » Les yeux de Victor étaient écarquillés, dartant entre Keith et Conrad. Dans son pyjama en soie chère, sans son costume et sa confiance, il paraissait plus petit, plus vieux. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous compreniez quelque chose, » dit Keith. « Voyez-vous, le système légal va vous punir pour vos crimes. Vous aurez probablement 10 ans. En servirez 6 avec bonne conduite. Votre argent sera bloqué en restitution et frais légaux. Votre réputation est détruite, mais ce n'est pas assez. Je vous donnerai de l'argent. Je ne veux pas votre argent. Victor. Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait à mes enfants, ce que vous leur avez pris. » Keith sortit un dossier et le jeta sur le lit. Des photos s'éparpillèrent, le visage meurtri de Timothy, les joues larmoyantes de Shell, l'œil au beurre noir de Debbie. « Regardez-les !» Vraiment, les mains de Victor tremblèrent en ramassant les photos. « Vous avez battu un gamin de 17 ans, » continua Keith. « Vous avez terrorisé une fille de 14 ans. Vous avez manipulé et contrôlé une femme qui vous faisait confiance. Et vous l'avez fait parce que vous pensiez pouvoir, parce que vous pensiez être intouchable. Je n'ai pas... Ce n'était pas... Ne mentez pas. Pas maintenant. » La voix de Keith était calme, mortelle. « Voici ce qui va se passer. Vous allez plaider coupable à toutes les accusations. Vous allez accepter n'importe quelle sentence que la procureure fédérale offre. Vous allez donner à mon ex-femme un divorce incontesté et renoncer à toute revendication sur les actifs. Et vous allez écrire des lettres à Timothy et Shell pour vous excuser de ce que vous avez fait. Et si je ne le fais pas, » Conrad avança, « alors Keith et moi rendrons votre vie très inconfortable. Voyez-vous, nous ne sommes pas liés par les règles auxquelles vous êtes habitués. On se fiche de vos avocats ou de vos relations. On a fait des choses qui vous feraient mouiller votre pantalon et on est très bon pour faire souffrir les gens de façon qui ne laisse pas de marque d'honneur. C'est de l'extorsion ? » « Non, » dit Keith. « C'est une promesse ? Vous avez fait mal à mes enfants ? C'est une dette qui ne peut pas être payée avec du temps de prison. Donc, vous allez faire ce qu'on dit et peut-être, on considérera ça réglé. » Il se pencha plus près de Victor, assez pour que l'homme voie l'absence absolue de miséricorde dans ses yeux. « Mais si vous approchez jamais ma famille à nouveau, si vous essayez de contester le divorce, si vous essayez de les contacter, si vous pensez même à la vengeance, je vous trouverai... Et ce que je vous ferai fera ressembler la prison fédérale à des vacances. » Victor était pâle, en sueur. « Ok, je le ferai. Tout ce que vous voulez, choix intelligent. » Keith se redressa. « Oh ! Et une chose de plus, voyez cette caméra.
Il pointa le coin. On a enregistré toute la conversation. Si vous décidez de raconter cette visite à qui que ce soit, on diffusera la vidéo, vous nous menaçant de nous faire tuer. La légitime défense est une sacrée défense légale. C'était un bluff. L'audio ne soutiendrait pas vraiment cette interprétation. Mais Victor ne le savait pas. Il hocha frénétiquement la tête. « Bonne discussion », dit Conrad. Ils se tournèrent pour partir. À la porte, « Quitte pausa. Vous savez ce qui est le pire ? Victor. Vous aviez tout, Argent. Succès, une famille, et vous avez tout jeté parce que vous ne pouviez pas vous empêcher d'être un homme cruel et mesquin. C'est ce que je veux que vous pensiez chaque jour en prison. Pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous n'avez jamais mérité en premier lieu. » Ils sortirent par la porte arrière, disparaissant dans la nuit aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés. Le bracelet de Victor se réactiverait dans 3 minutes. Il n'y aurait aucune trace de leur présence. Dans la voiture, Conrad dit « C'était risqué, ça valait le coup ? Tu as eu ce que tu voulais ?» Il pensa au visage de Victor, la peur et la compréhension dans ses yeux. « Oui, je l'ai eu. » Le reste se passa rapidement. Victor plaida coupable à toutes les accusations 2 semaines plus tard, acceptant un accord pour 12 ans avec possibilité de liberté conditionnelle après 8. Il signa les papiers de divorce sans contester. Il écrivit même les lettres, mal formulées, inadéquates, mais les avocats de Keith confirmèrent qu'elles étaient légalement suffisantes. Debbie emménagea dans son propre appartement avec l'aide de Lynn, commença une thérapie, entama le long processus de reconstruction de sa vie. Keith travailla avec son commandement pour être stationné à Fort Dix dans le New Jersey, assez près pour être présent pour ses enfants. Assez loin pour faire son boulot, Timothy et Shell emménagèrent avec Debbie, mais passèrent les week-ends avec Keith. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux. Il guérissait. 3 mois après l'arrestation de Victor, Keith reçut un appel de Stuart Booth, le chef de projet qui avait fourni les preuves. « Je voulais vous remercier », dit Stuart. Tout le réseau d'Ian Maynard a été démantelé. Le FBI a nettoyé le département de zonage et les propriétés de Victor. Elles sont vendues pour rembourser la ville des millions d'euros rendus aux contribuables. Vous avez fait le bon choix, Stuart. Je l'ai fait grâce à vous, parce que vous m'avez montré que parfois, affronter les tyrans vaut le risque. Après avoir raccroché, Keith s'assit sur son balcon, regardant le coucher de soleil. Conrad prenait sa retraite le mois suivant, prévoyant d'enseigner dans une académie militaire. Bobby lui avait offert un job dans sa firme de sécurité s'il voulait quitter l'armée. Son téléphone vibra, un message de Timothy. « Hé, papa, j'ai intégré l'équipe varsity de basket. Le coach dit que j'ai du potentiel. Je pensais que tu voudrais savoir. » Keith sourit et répondit « C'est mon garçon. Fier de toi ?» Un autre message arriva. Celui-ci de Shell. Maman rit à nouveau. Vraiment rit. Première fois depuis une éternité. Keith fixa ce message longtemps. C'était ça que tout ça avait été. Non, pas la vengeance, pas la justice au sens traditionnel, juste ramener sa famille à un endroit où il pouvait rire à nouveau. Il pensa à Victor Coe assis dans une prison fédérale quelque part, probablement encore sans comprendre comment il avait tout perdu si vite. Comment un homme qu'il avait écarté comme un simple soldat avait systématiquement démantelé toute sa vie. La vérité était simple. Victor avait commis la plus vieille erreur du monde. Il avait sous-estimé son adversaire. Il pensait que l'argent et les relations signifiaient le pouvoir. Mais le vrai pouvoir était de savoir exactement ce qu'on pouvait faire et d'avoir la discipline de le faire bien. Keith avait appris cette leçon dans des endroits que la plupart des gens ne pouvaient imaginer, face à des ennemis que la plupart ne comprendraient jamais. L'appliquer à quelqu'un comme Victor Coe avait presque été trop facile. Presque parce que la partie la plus dure n'avait pas été d'abattre Victor, ça avait été de le faire d'une façon qui ne faisait pas de Keith un monstre aux yeux de ses enfants. Ça avait été de marcher sur la ligne entre justice et vengeance, entre protection et violence. Conrad avait aidé avec ça. Le vieux sergent-major avait appris à Keith que la vraie force n'était pas juste de briser les choses. C'était de savoir quand les briser et quand utiliser un scalpel au lieu d'un marteau. Son téléphone sonna. Conrad. « Eh, boss, ne m'appelle pas boss. Je suis à la retraite ?» Conrad semblait amusé. « Je viens de voir le match de Timothy sur le live stream de l'école. Le gamin est bon ? » ?»« Oui, il l'est. Tu as bien fait pour lui ? » ?»« Pour eux deux, nous avons bien fait pour eux, » corrigea Keith. « Je n'aurais pas pu sans toi. N'importe quoi. Tu aurais trouvé... » Conrad pausa. « Mais je suis content d'avoir pu aider. Certaines opérations comptent plus que d'autres. » Ils parlèrent un moment de rien en particulier. Le nouveau job d'enseignement de Conrad, le dernier exercice d'entraînement de Keith. L'état du monde, mais en dessous,
Il y avait le lien formé par ce qu'ils avaient fait ensemble, la compréhension entre des hommes qui avaient franchi les frontières normales pour protéger quelque chose d'important avant de raccrocher. Conrad dit « Si tu as besoin de moi à nouveau pour quoi que ce soit, tu appelles jour ou nuit. Pareil pour toi, Sergeant Major. Donald, combien de fois dois-je te le dire ?» Kit sourit, au moins une fois de plus. Ce soir-là, Kit s'assit dans son appartement et écrivit une lettre qu'il n'enverrait jamais. Elle était adressée à Victor Coe, résidant actuellement à FCI Schuylkill, purgeant la 2e année de sa sentence de 12 ans. « Victor, tu ne liras jamais ça, mais j'ai besoin de l'écrire quand même. Pas pour toi. Pour moi, je veux que tu comprennes quelque chose que tu ne saisis probablement toujours pas. Tu n'as pas perdu parce que j'étais plus fort, plus intelligent ou plus impitoyable que toi. Tu as perdu parce que tu as fondamentalement mal compris ce qu'est de la force. Tu pensais que la force était l'argent, les relations, la capacité de faire peur aux gens, mais la vraie force est le père qui continue d'appeler ses enfants même quand son ex-femme rend ça difficile. C'est la mère qui trouve enfin le courage de partir, c'est le chef de projet qui risque son job pour faire le bien, c'est le sergent-major qui utilise 30 ans d'expérience pour aider un ami à protéger ses enfants. La vraie force est de construire, pas de détruire, protéger, pas intimider, créer, pas prendre. Tu avais tous les avantages, richesse, éducation, opportunités, et tu as tout utilisé pour te sentir puissant en rendant les autres petits. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en autorité. Je ne te pardonne pas, je ne le ferai probablement jamais, mais je ne pense plus beaucoup à toi non plus. Tu es un problème que j'ai résolu, une menace que j'ai neutralisée, mes enfants s'épanouissent, mon ex-femme est heureuse, et tu es exactement là où tu dois être. Le drôle, c'est que tu aurais pu avoir une vraie vie. Tu aurais pu être un bon mari, un beau-père décent, tu aurais pu utiliser tes ressources pour aider vraiment les gens, mais tu as choisi d'être un tyran à la place. Et maintenant, tu payes le prix. J'espère que tu utilises ton temps en prison pour devenir une meilleure personne. Je le pense vraiment, pas pour toi, tu n'en vaux pas l'énergie, mais parce que ça signifierait une personne brisée et endommagée de moins dans le monde. Mais honnêtement, je ne pense pas que tu le feras. Les hommes comme toi ne changent jamais vraiment. Tu blâmeras tout le monde, joueras la victime, te convaincras que tu as été lésé, tu ne prendras jamais la responsabilité de ce que tu as fait. Et c'est bien, parce que tu ne peux plus faire de mal à ma famille. Tu ne peux plus faire de mal à personne. Le système a enfin fonctionné, la justice a été servie, et le monde est un peu meilleur avec toi enfermé. C'est tout ce que je voulais, tout ce que j'ai toujours voulu. Ne contacte pas ma famille, n'essaie pas de t'excuser ou d'expliquer, purge ta peine et reste loin de nous. On en a fini, Keith Anderson. Il l'a relu une fois, puis effaça le fichier. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être envoyées, certaines fermetures devaient être internes. Keith Anderson était allé en guerre, pas le genre avec uniformes et règles d'engagement, mais celui qui comptait le plus. Il s'était battu pour ses enfants, pour leur sécurité et leur avenir, et il avait gagné. C'était tout. 3 ans plus tard, Kit se tenait dans la foule à la remise de diplôme universitaire de Timothy. Son fils traversa la scène en toge et mortier, acceptant son diplôme avec un sourire confiant. La bourse avait marché, le gamin avait prospéré. Shelley était là aussi. Parlant déjà des universités auxquelles elle postulerait l'année prochaine, Debbie était avec son mari. Il s'était dit marié 6 mois plus tôt, et Keith l'avait accompagné à l'hôtel parce que c'est ce que font les adultes l'un pour l'autre. Conrad avait envoyé un cadeau, une montre avec une inscription « Tant bien passé, fier de toi ?» Gamine, Bobby était venu à la cérémonie, amenant sa femme et ses enfants. Ils allèrent tous dîner après, une célébration de l'accomplissement de Timothy et tacitement de tout ce qu'ils avaient surmonté pour arriver là. À un moment, Timothy prit Kit à part. « Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Kit sentit un éclair d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va pas. Je voulais juste que tu saches que je te pardonne. » Kit cligna des yeux. « Me pardonner pour ne pas avoir été là quand j'étais petit, pour avoir choisi l'armée plutôt que nous. Je comprends maintenant pourquoi tu l'as fait, et je ne t'en veux plus. » La voix de Timothy était stable. « Mature, tu es revenu quand ça comptait? Tu nous as protégés quand on en avait besoin? C'est ce que je vais me rappeler. » Kit serra son fils dans ses bras, ne se faisant pas confiance pour parler. Timothy continua. « Et j'ai décidé que j'allais à ROTC, comme je l'ai dit, mais je vais aussi étudier la justice criminelle. Je veux aider les gens comme tu nous as aidés. Peut-être devenir officier JAG. Travailler sur des cas impliquant des familles militaires, c'est un bon chemin. » Parvint Keith. « Apprends des meilleurs. » Timothy recula, souriant. «
Allez, viens, Shell est sur le point de commander la chose la plus chère du menu juste parce qu'elle peut. Ils rejoignirent le groupe et Kit regarda autour de la table les gens qui lui étaient de l'un chers. Ses enfants en bonne santé et heureux, son ex-femme enfin libre, ses amis qui avaient été là quand ça comptait. Victor Coe était toujours en prison, le serait pour 7 ans de plus. Kit n'avait pas pensé à lui depuis des mois. Ça, plus que tout, ressemblait à une victoire, pas la vengeance, pas la justice. Juste le simple fait que Victor ne comptait plus. Il était insignifiant, oublié. Un problème du passé résolu et classé. Kit leva son verre à Timothy. Au nouveau début, à l'avenir, tout le monde but, et Keith sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Il avait fait ce qu'il s'était fixé, il avait protégé ses enfants, il avait réparé les choses, et maintenant, enfin, il pouvait juste être leur père. Le reste s'arrangerait tout seul. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, ça m'aiderait beaucoup